Aujourd'hui, on va voir les phénomènes qui accompagnent la contraction musculaire. Comme premier phénomène, on va voir les phénomènes énergétiques. Premièrement, on va voir l'hydrolyse de l'ATP. Alors, comme vous savez, la molécule d'ATP, c'est la source d'énergie utilisable par la cellule. Donc, cet ATP va être hydrolysé en ajoutant de l'eau sous l'action de l'enzyme ATPase qui se trouve au niveau des têtes de myosine, qui va être transformée en ADP plus PI plus et énergie. Alors, une partie de cette énergie, elle est utilisée pour le pivotement des têtes de myosine et par suite le glissement des myofilaments fins d'actine vers le centre du sarcomère, c'est-à-dire vers la zone H. Et par conséquent, la contraction du sarcomère et ensuite la contraction du muscle. Alors, en ce moment-là, on dit qu'il y a transformation de l'énergie chimique en énergie mécanique, c'est-à-dire en mouvement. Alors, une autre partie de cette énergie obtenue suite à l'hydrolyse de l'ATP est expulsée sous forme de chaleur et il fait partie de la chaleur initiale qu'on rencontre au niveau de la contraction musculaire. Alors maintenant, on passe à la voie de régénération d'ATP. Alors pour que la contraction musculaire puisse être de façon continue, dans le cas par exemple du tétanos parfait ou tétanos imparfait, c'est-à-dire le muscle doit toujours régénérer son ATP pour qu'il puisse avoir de l'énergie pour se contracter de façon continue. Alors les voies rapides, anaérobie et alactique, c'est-à-dire alactique ne fait pas partie de la fermentation lactique. Donc on prend par exemple deux molécules d'ADP. Alors, sous l'action d'une enzyme appelée la myokinase, on va transformer les deux ADP en ATP plus AMP, c'est-à-dire les deux P qui sont associés avec l'adénosine, une phosphate va s'associer avec l'ADP pour que donne l'ATP puis l'AMP. D'accord? Alors, la deuxième voie, c'est la déphosphorylation de la kinase phosphate ou ce qu'on appelle phosphokinase. Donc, on prend notre phosphokinase et l'ADP plus cette phosphokinase va nous donner la kinase plus l'ATP sous l'action de l'enzyme appelée ce qu'on appelle la kinase. Donc, vous voyez ici, il y a une synthèse d'ATP rapidement. D'accord? Alors, maintenant, dans le cas où il y a épuisement de phosphocréatine, on va voir une autre voie, ce qu'on appelle une voie moyenne anaérobie lactique, c'est-à-dire la fermentation lactique. Alors, sa réaction globale, donc on prend notre glucose C6H10O6 plus 2 ATP plus PI, ça donne 2 acides lactiques et 2 ATP plus chaleur, qu'on va voir que c'est là qui fait partie de la chaleur initiale. D'accord? Donc, il y a formation de 2 ATP. Elle permet de régénérer l'ATP dans un délai qui est très court par rapport à la respiration cellulaire, mais en faible quantité, seulement 2 ATP. Alors, comme vous savez, pour la respiration cellulaire, il y a production de 38 molécules d'ATP, alors que le bilan énergétique de la fermentation, c'est seulement 2 ATP. Alors, cette fermentation, elle est accompagnée par un dégagement de chaleur qui fait partie toujours de la chaleur initiale. Alors maintenant, on va voir une petite remarque qui se rapporte avec cette fermentation lactique. Alors la fatigue musculaire, elle est due à la régénération d'ATP par la fermentation lactique, suite à la faible quantité d'ATP produite, qu'on avait vu, c'est 2 ATP, et à l'accumulation de l'acide lactique qui rend le milieu acide et par suite, la cellule musculaire ne peut plus hydrolyser l'ATP et il y a fatigue musculaire. La troisième voie, c'est la voie lente aérobie, ce qu'on appelle la respiration cellulaire, avec réaction globale, donc le C6H12O6 plus 6 O2 plus 38 ADP plus PI, ça donne 6 molécules de CO2, car il y a une dégradation totale du glucose, plus 6H2O, et on obtient un bilan énergétique de 38 ATP, plus une chaleur qu'on va voir, c'est la chaleur retardée qui est expulsée après la secousse musculaire. Alors maintenant, on va voir quelques remarques
Alors, le glucose qui se dégage lors de la fermentation, qui se dégrade lors de la fermentation lactique ou lors de la respiration cellulaire pour régénérer l'ATP provient soit du sang, c'est-à-dire des nutriments, ou de la dégradation du glucogène, et qui représente une chaîne de glucose stockée dans le sarcoplasme suite à la réaction de la glycogénolyse. Alors, comme vous voyez ici, nous avons la molécule du glycogène, c'est C6H10O5N, alors plus NH2O, ça va nous donner N-glycose. D'accord? Donc, si je prends N, par exemple, c'est 10, c'est-à-dire il y a 10 molécules de glucose qui sont associées entre eux pour former le glycogène. Donc, on doit ajouter 10 molécules d'eau pour obtenir 10 molécules de glucose. Une autre remarque qui est très importante au cours de cette régénération, alors si on prend la phosphocréatine, normalement elle doit être régénérée. Alors cette régénération provient alors d'une partie d'ATP qui est régénérée par la respiration cellulaire ou par la fermentation. Alors là, on va utiliser cette molécule d'ATP qui est en grande quantité synthétisée pour régénérer la phosphocréatine. Donc on prend la réaction, nous avons l'ATP plus la créatine qui donnera l'ADP plus la phosphocréatine. D'accord? Alors ici, vous avez un document qui montre la régénération de la créatine phosphate suite à l'ATP produite lors de la respiration cellulaire. Alors nous avons ici comme début, ici les filaments de myosine avec les molécules de myosine après leur fixation sur le filament d'actine lors de la contraction musculaire. Bon, il y a hydrolyse de la molécule d'ATP pour obtenir l'ATP plus PI et pour obtenir l'énergie nécessaire au pivotement des têtes de myosine et le glissement des filaments d'actine. Alors maintenant, pour régénérer l'ATP, on se base rapidement et sans intervention d'oxygène, c'est-à-dire voie anaérobie à lactique, c'est la déphosphorylation de la phosphocréatine qui va se transformer en créatine et par suite, on va réaliser la synthèse de l'ATP et sa régénération qui sera utilisée ensuite lors de la contraction musculaire. Alors maintenant, pour régénérer la phosphocréatine, alors la créatine qui a été obtenue, on va l'utiliser pour synthétiser la phosphocréatine. Alors je prends la molécule d'ATP qui est synthétisée à partir de la mitochondrie, c'est-à-dire à partir de la respiration cellulaire. Maintenant, cette ATP va être hydrolysée, se transforme en ADP et la créatine va être transformée en phosphocréatine qui sera ensuite réutilisée lors de la régénération d'ATP une fois l'ATP est épuisé. Alors maintenant, une autre remarque, on va voir les différents types de fibres musculaires qu'on trouve au niveau du muscle. Alors, il y a des fibres de type 1 et des fibres de type 2. Alors, pour les fibres de type 1, sont de couleur rougeâtre. On sait que la couleur rougeâtre qu'on trouve au niveau du muscle et des fibres musculaires, elle est due à l'existence d'une molécule, ce qu'on appelle la myoglobine, et c'est elle qui donne la couleur rougeâtre à ces fibres, d'accord? Et son rôle, c'est de fixer l'oxygène. Alors, si je prends les fibres 1 et je les compare aux fibres 2, vous avez ici un petit schéma. Alors, des fibres rouges, c'est-à-dire ce sont les fibres 1, et les fibres blanches, ce sont des fibres de type 2, car on a dit que les fibres de type 1, ce sont des fibres qui contiennent de la myoglobine en grande quantité. Donc, ce sont des fibres qui sont rouges. Alors que les fibres de type 2, ce sont des fibres qui sont blanches. Alors, la quantité de myoglobine qu'on trouve dans ces fibres, elle est très faible par rapport aux fibres 1. Alors, par suite, si je compare la voie de régénération d'ATP par la fibre 1 et par la fibre 2, au niveau de la fibre 2, on se base sur la fermentation lactique, alors que pour les fibres 1, on se base sur la respiration. Donc, par suite, si je compare les propriétés des fibres 1, on peut expliquer pourquoi ils se basent sur la respiration. On voit que la myoglobine existe en grande quantité, qui fixe l'oxygène. Les mitochondries sont bien développées et leur nombre est très important par rapport aux fibres de type 2 qui possèdent un nombre faible et de petite taille des mitochondries. Donc, par suite, ils n'utilisent pas la mitochondrie puisqu'ils
utilise la fermentation lactique et on sait que la fermentation se déroule au niveau de le plasme. Alors si je prends la quantité d'ATP synthétase, alors qui se trouve au niveau des fibres A en grande quantité, c'est-à-dire leur capacité de synthétiser l'ATP, elle est très importante et cette ATP synthèse se trouve au niveau des sphères pédonculées qu'on trouve au niveau des mitochondries, alors que chez les fibres 1, cette ATP synthétase se trouve en faible quantité, c'est-à-dire il produit une faible quantité d'ATP. Alors que les fibres 1, la densité des capillaires sanguins, c'est-à-dire l'apport d'oxygène, il est très important chez les fibres 1 puisqu'ils utilisent la respiration cellulaire, alors que les fibres 2, la densité des capillaires et l'apport d'oxygène, elle est faible. La fatigabilité chez les fibres 1, elle est faible, bien sûr, parce qu'ils suivent la voie de la respiration, alors que les fibres 2, leur fatigabilité elle est très importante car ils utilisent la fermentation lactique et par suite, il y a accumulation de l'acide lactique et production de faibles quantités d'ATP. Le glycogène. Alors, si on observe les fibres 1 ont un stock de glycogène, alors que les fibres 2 sont riches en glycogène. Alors, qui peut m'expliquer cette variation? Ceci est expliqué car les fibres de type 2, ils utilisent la fermentation lactique. On sait que la fermentation lactique, le nombre d'ATP qu'elle produit, c'est seulement 2 ATP, alors que la respiration donne 38 ATP. Dans ce cas-là, une mole de glucose, elle produit 38 ATP. Alors dans la fermentation lactique, une mole de glucose donne seulement 2 ATP. Donc, pour produire 38 ATP par la fermentation, on a besoin de 19 moles de glucose. Donc, c'est-à-dire que les fibres de type 2 ont besoin plus de glucose pour synthétiser une grande quantité d'énergie. C'est pour cela que leur stock en glycogène est très important par rapport aux filaments, les fibres de type 1 qui utilisent la respiration et une mole de glucose donne bien sûr 38 molécules d'ATP, donc ils n'ont pas besoin d'un grand stock de glucose. Alors pour la durée de contraction, chez les fibres 1, elle est longue, alors que chez les fibres 2, elle est courte. Alors normalement, si je compare l'activité ATPasique, donc la quantité d'ATPase, c'est-à-dire la quantité d'hydrolyse d'ATP, chez les fibres 1, elle est faible, alors que chez les fibres 2, elle est très importante. Par suite, les fibres 2, ils hydrolysent l'ATP en grande quantité, c'est-à-dire il obtient une grande quantité d'énergie nécessaire au pivotement des têtes de myosine, et de là, la rapidité de la contraction elle est très importante, alors que les fibres de type 1, ils ont une activité ATPasique qui est faible et par suite, la durée de la contraction musculaire va être longue par rapport aux fibres de type 2. Alors, le calibre chez les fibres 1, elle est de petite taille, alors que les fibres de type 2 sont de grande taille. C'est pour cela, si je prends les athlètes qui courent des longues distances, donc ils utilisent les fibres de type 1, c'est-à-dire qu'ils utilisent la respiration. Et les fibres de type 1, on voit que leur calibre elle est de petite taille par rapport aux fibres de type 2. Alors les fibres de type 2 sont de grande taille. Donc dans ce cas-là, on voit que les athlètes de longue distance, Tikouno un peu maigres, alors que les coureurs ou là, les athlètes qui utilisent de courte distance, ils utilisent les fibres 2 et leur taille elle est importante. C'est pour cela qu'ils sont plus costauds que les athlètes qui courent les longues distances. Alors, c'était une comparaison entre les fibres de type 1 et les fibres de type 2. Alors, je passe maintenant au phénomène thermique qui accompagne la contraction musculaire. Alors, lors de la contraction musculaire, le muscle, il dégage une chaleur initiale et une chaleur retardée. Donc, si je prends ici, vous avez un myogramme d'une secousse musculaire. Donc là, vous avez l'excitation. Ici, nous avons la phase de contraction, puis la phase de relâchement. Alors maintenant, si je vois la quantité de chaleur qui se dégage pendant la secousse musculaire et après la secousse musculaire. Donc pendant la secousse
musculaire, on a dégagement de la chaleur initiale qui dure à peu près 0,3 secondes. Alors que la chaleur retardée, elle vient après la secousse musculaire. Son intensité, elle est faible, mais sa durée, elle est très importante. Il peut aller d'une minute à 2 minutes. Alors que la chaleur initiale, on a dit, elle est courte de 0,3 secondes, mais son amplitude, elle est très importante par rapport à la chaleur retardée. Alors, si on subdivise cette chaleur initiale, on peut la subdiviser en deux parties. Il y a la chaleur de contraction et la chaleur de relâchement. Alors, la chaleur de contraction, c'est là, d'accord, qui accompagne la phase de contraction, et une chaleur retardée qui accompagne la phase de relâchement. Alors, c'est pour cela qu'on l'a appelé phase chaleur de contraction et chaleur de relâchement. Alors maintenant, ce qui est important, quelle est l'origine de ces deux chaleurs? Alors, pour la chaleur initiale, on est constitué par chaleur de contraction et chaleur de relâchement. Pour la chaleur de contraction, son origine provient de l'hydrolyse de l'ATP et la déphosphorylation de la phosphocréatine. Alors que la chaleur de relâchement qu'on observe au cours de la phase du relâchement, son origine, c'est la fermentation lactique. D'accord. Donc, si je prends en résumé, la chaleur initiale, son origine, c'est l'hydrolyse de l'ATP, la déphosphorylation de phosphocréatine et la fermentation lactique. Donc, il y a trois sources. C'est pour cela que l'intensité de la chaleur initiale, elle est très importante par rapport à la chaleur retardée, qui, son origine, c'est la respiration cellulaire. D'accord? Alors, c'est-à-dire, si on met le muscle dans un milieu qui est anaérobie, c'est-à-dire en absence d'oxygène, normalement, on ne va pas enregistrer la chaleur retardée. On enregistre seulement la chaleur initiale, car la chaleur retardée, son origine, c'est la respiration cellulaire. D'accord? Donc là, vous avez une comparaison. Donc la chaleur initiale, chaleur retardée, se dégage pendant la secousse musculaire. Sa quantité, c'est-à-dire son densité, est très élevée. Sa durée est de l'ordre de 0,3 secondes, donc elle est courte. Elle comporte deux chaleurs, chaleur de contraction, chaleur de relâchement. Son origine, l'hydrolyse de l'ATP, déphosphorylation de la créatine phosphate et la fermentation lactique. Alors que la chaleur retardée se dégage après la secousse musculaire, son intensité est faible, sa durée est de l'ordre de 1 à 2 minutes. Son origine est la respiration cellulaire. Alors maintenant, je passe au phénomène chimique qui accompagne la contraction musculaire. Alors pendant la contraction musculaire, on assiste aux modifications chimiques suivantes. Il y a des éléments chimiques qui diminuent, d'autres, leur concentration augmente, mais d'autres, leur concentration reste constante. Si je prends par exemple pour les éléments que leur concentration diminue pendant la contraction musculaire, il y a la consommation d'oxygène, le glycogène il diminue car il est consommé, le glucose il est dégradé, donc soit par respiration, soit par fermentation, donc l'essentiel, la concentration de glucose elle diminue, et la créatine phosphate elle diminue puisqu'il est déphosphorylé pour régénérer l'ATP. Alors, les éléments qui augmentent de concentration, il y a le CO2 car il est produit lors de la respiration, l'acide lactique qui est produit après la fermentation lactique et la créatine qui se produit après la déphosphorylation de la phosphocréatine. Alors, les éléments qui restent constants. Donc, premièrement, l'ATP. Alors, pourquoi l'ATP reste constante? Normalement, lors de la contraction musculaire, il y a hydrolyse de l'ATP. Normalement, sa concentration, elle doit diminuer. Mais malgré ça, on assiste à une constance de cette concentration d'ATP. Elle reste constante, car malgré sa consommation, elle est régénérée. Donc c'est pour cela qu'on voit que la quantité d'ATP reste constante au niveau de la fibre musculaire, car malgré sa consommation, elle est régénérée par les trois voies qu'on a déjà étudiées. Alors maintenant, pour la concentration du calcium, elle reste elle aussi constante, car il est libéré par le réticulum sarcoplasmique lors de la contraction dans le sarcoplasme, alors que pendant le relâchement, il est réabsorbé par le réticulum sarcoplasmique. Donc, pendant la contraction, il est libéré, pendant le relâchement, il est réabsorbé par le réticulum sarcoplasmique. Donc, sa concentration reste constante.
dans la cellule musculaire. Donc, j'espère bien que vous avez bien appris ces phénomènes qui accompagnent la contraction musculaire, des phénomènes énergétiques, phénomènes thermiques et le phénomène chimique. Je vous remercie et à une autre COPSIL. Et à bientôt.